Des résultats de l'étude que j'avais présentée il y a 2 ans et demi maintenant à la réunion du réseau à l'époque, je sollicitais la participation des différents centres qui s'intéressaient au pronostic des lymphomes diffus à grande cellule B, donc chez les patients qui ont été exposés professionnellement aux pesticides. Donc le constat... Pardon. Tout ça partait d'un constat épidémiologique d'une surincidence des lymphomes chez les professionnels exposés aux pesticides, bien documenté depuis de nombreuses années dans des études d'abord rétrospectives et confirmées dans des études prospectives qui ont été conduites depuis les années 90, mais dont les résultats avaient besoin d'un peu de recul, donc ils sont publiés depuis le début des années 2010. Et donc on a un surrisque constant qui est faible, mais qui est constant de lymphome non-Hodgkin entre 1,5 et entre 1 et 1. 1,2 et 1,5 chez les professionnels utilisant des pesticides, un petit peu plus élevé chez les travailleurs de l'industrie phytosanitaire, ceux qui fabriquent les phytosanitaires. Les méta-analyses montraient des surrisques qui montaient jusqu'à 2. Et il y avait 2 histologies qui avaient été mises en évidence sur la cohorte nord-américaine, qui est la grosse cohorte de suivi d'agriculteurs de l'Iowa et de Caroline du Nord, où ce qui ressortait, c'était un surrisque important pour les lymphomes à zone marginale et les lymphomes de la zone marginale, et les lymphomes diffus à grande cellule B chez les agriculteurs, mais aussi chez les conjoints sur des expositions moins directes, mais pour lesquelles il n'y a aucune prévention. Et ensuite, on remarquait aussi que l'incidence de mortalité par lymphome était encore plus élevée dans cette population, donc qui faisait poser une question de manière assez indirecte d'un assez mauvais pronostic pour ces patients qui étaient atteints de lymphome et qui mouraient aussi de lymphome dans cette cohorte. Donc on note qu'il y avait une étude rétrospective qui a été conduite par Pascal Favreau-Perret dans les années 90 qui s'intéressait à tous les facteurs de risque des hémopathies, et elle retrouvait dans la région un risque relatif de lymphome non-Hodgkinien à 1,5, donc qui était tout juste significatif, entre 1 et 2,1 chez les agriculteurs de notre région. Et donc il y a 4 mécanismes qui ont été étudiés et pointés du doigt comme pouvant être impliqués dans la survenue de lymphome chez les utilisateurs de pesticides. C'est la génotoxicité directe de certains agents, vous connaissez, c'est la même chose que la chimiothérapie, des lésions à l'ADN qui entraînent des anomalies, des cassures de l'ADN. La génération d'espèces réactives de l'oxygène, qui là encore est un mécanisme partagé avec certaines chimiothérapies, notamment les alkylants, et qui en fait constituent des signaux pro-survie pour les cellules dans lesquelles ces espèces radicalaires sont en quantité importante, mais pas suffisante pour générer un stress oxydant. Et il y a 2 autres mécanismes qui sont un peu plus récents et un peu moins bien étayés, qui sont l'effet perturbateur endocrinien, qui est assez médiatique, beaucoup moins qu'on le voit, voilà. Et une immunotoxicité qui pourrait être sélective sur les cellules de l'immunité antitumorale. Là encore, il y a quelques travaux qui vont dans ce sens. Et donc on constate que deux mécanismes sont partagés, qui sont aussi des mécanismes d'action de la chimiothérapie, ce qui nous a fait nous poser la question d'un éventuel rôle de la résistance aux pesticides. Pardon, je ne vais pas y aller. Poser les questions d'une éventuelle adaptation aux lésions induites par les pesticides dans l'organisme, qui pourrait en fait être des freins à l'efficacité de la chimiothérapie. Donc c'est ce qui nous a conduit à étudier la réponse au traitement et à la survie des patients agriculteurs exposés aux pesticides. La méthode que nous avons choisie, c'est une étude rétrospective multicentrique pour dans les 6 centres de la région qui prenaient en charge beaucoup de lymphomes. Donc il y avait les CHU de Montpellier, de Nîmes, l'hôpital de Perpignan, de Béziers, de Carcassonne et la clinique du Parc. On a fait un recueil de données tout à fait classique dans un premier temps sur les facteurs pronostics initiaux, les données du diagnostic, la nature du traitement, la réponse au traitement, et on a regardé la survie à 2 ans de tous les patients qui avaient un lymphome en première ligne entre 2000 et 2010 et 2015. Et ensuite, on a essayé de retrouver ces patients
ou des proches des patients quand ils étaient décédés pour reconstituer l'historique professionnel. Et avec des données très succinctes, on a demandé des informations sur la nature des emplois, la période d'exercice et la région géographique. Et en fait, il existe des matrices emploi-exposition qui permettent d'intégrer ces données-là à des tableaux de probabilité d'exposition. Et à la fin, donc, pour chaque patient, on avait une probabilité d'exposition aux pesticides par profession. Donc, avec un travail statistique, on a corrélé ça à la réponse au traitement et à l'assurance. Donc la population, avec le PMSI, on avait 945 dossiers qui parlaient de lymphome non-Hodgkinien diagnostiqués entre 2010 et 2015 et c'était en première ligne. On a pu retenir 404 patients qui répondaient aux critères d'inclusion, donc c'était des lymphomes diffus à grande cellule B, non associés à une infection par le VIH, une maladie auto-immune, etc. Et dans ces 404 patients, donc on a recueilli les données cliniques de ces 404 patients, on a pu en retrouver 244, soit plein de 62%. On a essuyé 38 refus de participation et il y a 122 patients pour lesquels on a pu retrouver ni... merci. Il restait 122 patients qu'on n'a pas pu retrouver, 63% étaient décédés. Après interrogation des mairies de naissance, on a pu au moins avoir cette information. Les données des dossiers cliniques étaient d'assez bonne qualité, puisqu'il manquait finalement que 7 valeurs de LDH, qui nous gênaient un petit peu pour l'IPI, mais c'était vraiment pas grand-chose. Et on a pu avoir un follow-up de 24 mois pour 212 patients. Voilà, on a eu 32 perdus dans les 2 premières années. Donc d'emblée, on a comparé la population que nous avons pu inclure et interroger sur les données, l'historique professionnel à la population des lymphomes de notre région. On a donc sélectionné des patients de bons pronostics, par définition, quand on n'a pas pu retrouver de mauvais pronostics. Et donc, on a regardé la survie et la réponse au traitement. Alors, on avait 68 patients exposés aux pesticides, dont 37% par l'agriculture. Il y avait 11 patients pour lesquels on avait des expositions multiples. Donc, on a regardé l'agriculture, le travail du bois, le travail des espaces verts et le travail dans le domaine de l'hygiène et de la santé de l'hygiène publique, pardon. Utilisation de pesticides lors des campagnes de démoustication, par exemple. Et donc le taux de réponse complète variait de manière importante selon que l'on était exposé ou non aux pesticides. Ainsi, 81% des patients exposés aux pesticides étaient en rémission complète à l'issue du traitement par AirShop contre 89% des patients non exposés aux pesticides. Et cette différence était encore plus marquée chez les agriculteurs, puisque quand on prenait le groupe des agriculteurs, seulement 71% d'entre eux étaient en rémission complète à l'issue à l'évaluation après le traitement par AirShop, contre 88% pour les patients non agriculteurs. Donc cette différence résistait à la correction, à l'ajustement sur les autres facteurs pronostiques qui étaient l'IPI et les atteintes extraganglionnaires. Ainsi, on avait un surrisque un autre ratio à 4,6 pour les agriculteurs pour la non-réponse et à 3,2 pour les autres professions exposées. Alors, l'exposition aux pesticides n'influait pas sur l'IPI au moment du diagnostic, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression de maladies plus agressives. En fait, c'était des maladies qui répondaient moins bien sans être plus avancées en termes d'IPI. Et donc ceci avait un impact en termes de survie sans progression et de survie globale. Donc la survie sans progression était moindre chez les patients, à 2 ans était moindre chez les patients exposés aux pesticides à 70% contre 82% pour le reste de la population. Et en fait c'est chez les agriculteurs que c'est encore plus marqué. On a à peine plus de la moitié, 56% d'entre eux qui sont contrôlés à 2 ans, qui n'ont pas eu d'événement, contre 83% pour le reste de la population. C'était aussi significatif après analyse, après ajustement sur les facteurs pronostiques. Et donc la survie globale, qui vient après, était impactée à 2 ans chez les agriculteurs. On avait 81% de survivants à 2 ans contre 92% pour l'ensemble de la population. Là encore, ça restait significatif après ajustement. Donc voilà, c'est des résultats qui vont dans le sens d'un moins bon pronostic
des lymphomes diffus à grande cellule B associés à une exposition aux pesticides. Alors l'étude a un certain nombre de limites. Il s'agit d'une étude rétrospective où on a sélectionné une cohorte de patients sur leur bon pronostic. On a pris en compte une exposition professionnelle qui nous était donnée non pas par interrogation des patients, mais par utilisation de matrices emploi-exposition. Donc on est passé à côté d'un certain nombre d'expositions qui étaient comme semi-professionnelles, par exemple le fait d'aider sur un domaine familial pour la cueillette, la vendange, c'était fréquemment déclaré par les patients, seulement on ne pouvait pas le prendre en compte avec notre méthodologie utilisée. Donc c'est une limite assez importante qui nous fait discuter nos résultats. Cependant, interroger les patients sur une exposition qui a eu lieu 30 ans avant le début d'une maladie nous fait passer à côté de nous fait perdre plus d'informations que l'utilisation des matrices. Donc c'est pour ça qu'on a préféré utiliser cette méthode-là. Et on peut passer à la diapo suivante. Et donc quand même on a quelques forces dans cette étude. En fait, il s'agit quand même de la première étude qui montre ce type de résultats. C'est en fait, finalement, il y a très peu de choses dans la littérature sur le devenir des patients après exposés aux pesticides, après le diagnostic d'hémopathie. Et donc, grâce à l'aide de tous les centres de la région, on a pu quand même avoir une étude multicentrique qui a pour moi une méthodologie assez intéressante et qui a permis de montrer des résultats qui ont quand même besoin d'être confirmés. On a besoin d'aller se poser des questions sur la biologie de ces tumeurs, donc avec l'interrogation des tumorotex qui est en train d'être fait, et on a besoin aussi peut-être d'aller caractériser quels pesticides, quelles molécules en particulier peuvent être imputées. On a regardé pour les organochlorés et l'arsenic, qui sont des molécules maintenant interdites, mais les questions se posent sur d'autres médicaments, d'autres molécules encore controversées comme le glyphosate ou autre. Donc, en conclusion, les patients exposés professionnellement aux pesticides, surtout les agriculteurs, en fait, notre effet a l'air particulièrement vrai chez les agriculteurs. Les autres expositions, travailleurs du bois, espaces verts et hygiène publique, semblent moins sensibles en termes de... moins perdre de chance après traitement par le AirShop. Voilà. Et donc, je voulais remercier encore une fois tous les responsables des différents services pour nous avoir ouvert leurs portes et Pascal Favreau-Perret, l'épidémiologiste, qui m'a encadré sur ce travail. Merci. Très bien. Julie, tu avais une question? Il y a des questions pour Sylvain? Ton graphique des résultats, c'est à droite, c'est les agriculteurs versus c'est les agriculteurs non exposés. Alors, non, enfin, c'est toute la population non exposée. Là, ces deux groupes-là, c'est le groupe des patients ayant une profession exposante versus profession non exposante. Et là, c'est profession exposante via l'agriculture versus profession non exposante via l'agriculture. Donc là-dedans, on a des menuisiers, des paysagistes et le fameux patient qui passait des insecticides sur la Camargue. Les critères que tu utilises, c'est le critère de réponse de Lugano ou de Chesney? Alors, quand on avait le PET scan, on utilisait les critères de réponse complète. Donc, sur le c'est Chazen. Pardon, les critères de Lugano, Lugano 2014. Donc, oui. tout le monde a été évalué de la même manière sur la réponse. Donc, oui. Le truc, c'est qu'il y avait des patients qui avaient été évalués, des dossiers 2010, 2011, 2012, où ils étaient évalués sur le scanner, mais enfin, les critères de Lugano prennent en compte l'évaluation par un scanner, même si... Oui, c'est une façon de répondre. Voilà. Ok. Question Sylvain, alors, voulez-vous un anatomie pathologique?
Est-ce qu'il y avait des petites nuances, tout ça? Eh ben, on n'a pas pu regarder, on avait trop de données manquantes sur les histologies parce qu'en fait on couvre une période où on ne faisait pas l'algorithme de Hans sur les... Et donc on n'a pas pu tirer d'informations sur le phénotype GC ou non GC de ces tumeurs de mauvais pronostic, de même que sur les expresseurs de BCL2, de MYC. C'est vrai que ce serait très intéressant. Et en fait c'est ce qu'on aimerait faire puisque beaucoup de patients ont un échantillon en tumorothèque, je pense... Un petit peu moins de la moitié de la cohorte est banquée en tumorothèque et donc on essaye d'avoir des financements pour pouvoir faire de l'analyse d'expression génétique et pouvoir les reclasser sur le profil GC non GC de manière moléculaire. Et puis d'aller regarder aussi d'autres choses qui pourraient prédire une chimio-résistante, en fait, avec les scores de réparation de l'ADN et les scores de détoxification, enfin l'expression des multi-drug resistant protéines qui pourraient être sensibilisées après exposition aux pesticides, en fait. Est-ce que tu peux nous dire sur les patients qu'on n'a pas pu, en fait, les 68 patients, c'est ça? Au départ, alors il y a 122 patients qu'on n'a pas retrouvés, mais ils étaient injoignables au téléphone, injoignables par courrier, et on a même regardé les pages blanches avec le lieu d'habitation, on les a pas retrouvés. Donc c'est des gens qui cherchaient quoi chez eux exactement? Qu'est-ce qu'on voulait savoir? On aurait aimé savoir quelles ont été leurs différentes professions. D'accord, on n'avait pas dans le dossier. Voilà, on n'avait pas. Et souvent dans le dossier, on a une profession qui correspond à un retraité. Bon, ou une profession qui correspond à la profession actuellement exercée par le patient, alors que la plupart des patients avaient, en moyenne, en médiane, on avait 4 emplois par patient. On ne prend pas en compte les... Donc c'est des patients qui étaient décédés. Dans les 122 qu'on n'a pas retrouvés, 68 étaient décédés parce qu'on a eu l'info sur les mairies de naissance, et il y en a donc une cinquantaine dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et ceux qui sont décédés, en fait, ils sont décédés très tôt. C'est ça, est-ce qu'on avait une idée de... Les mairies de naissance ne donnent pas d'informations très précises, mais dès qu'on a pu avoir l'information, la plupart du temps, le décès pouvait être imputé au lymphome, puisque c'était dans les 3 mois après qu'on ait la dernière nouvelle du patient. Pourquoi tu allais justement sur la quintupatite pulmonaire? C'est ce qui ressortait en univarié, sur l'analyse multivariée. L'IPI sortait, sortait de manière constante, chaque sous-classe, ça c'était très bien caractérisé. La masse bulky ne ressortait pas. Je pense qu'elle est effacée par l'IPI ou par le fait d'avoir deux atteintes extraganglionnaires. Et les présentations cliniques étaient différentes? Non, c'était les mêmes. C'était les mêmes, ouais. Il y avait autant d'exposés dans les IPI 1 que de non-exposés, IPI 2 et 3. Ça se distribuait partout pareil. Et donc voilà, ça donne un peu plus d'arguments biologiques pour dire qu'il se passe quelque chose sur la nature de la tumeur et pas sur l'avancement de la maladie.